semaine, à Technopop, je reçois nul autre qu'un de mes grands amis, que ça fait facilement une vingtaine d'années, je crois que je connais. C'est Daniel Labarre, qui est hypnothérapeute, praticien PNL et aussi émotivothérapeute. Donc, Daniel Labarre de la clinique Janus. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci d'accepter de te prêter au jeu. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Des fois, c'est un peu décousu là, sur le plateau ici. On s'amuse beaucoup. Mais là, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu plus sérieux avec toi. On va parler de cyberdépendance. Donc, toi, ta clinique, elle est basée à Notre-Dame-des-Prairies, n'est-ce pas? Et, bon, aujourd'hui, tu es hypnothérapeute. Tu as à traiter beaucoup avec plusieurs pas de troubles, là, mais plusieurs types de personnes. Et je sais, moi, tu viens du milieu informatique. Tu as été enseignant d'informatique, tu as été technicien informatique. Tu en es arrivé comment à l'hypnothérapie? En fait, le milieu de l'informatique, c'est une formation comme programmeur-analyste, plusieurs années dans le domaine, ensuite comme technicien, beaucoup d'expérience sur le milieu, sur le terrain. Puis, éventuellement, dans mon parcours, j'ai eu à prendre des décisions pour ma santé. Et c'est là que toutes les médecines alternatives ont rentré dans ma vie. Bon, l'émotivothérapie, la gestion des émotions, qui a été d'abord pour moi, pendant que je travaillais, pendant que j'enseignais en informatique. Puis, à travers tout ça, il y a un cheminement qui s'est fait parce que dans mon métier, je voyais beaucoup de situations et j'ai voulu en faire un métier pour aider les gens aussi, là, avec le temps. Là. Non, parce que l'enseignement, on s'entend, c'est quand même exigeant à plusieurs égards. On sait aujourd'hui comment ça peut être exigeant. Oui. Fait que toi, ça t'a amené à faire le pas pour toi. Mais en même temps, c'est ça, c'est que tu as aidé aussi, je crois. Tu voyais des élèves peut-être avec des problématiques, puis tu avais envie d'aller un peu au-delà de ces blocages-là. Dans l'enseignement, c'est sûr que quand on a le titre d'enseignant, on ne peut pas déroger un peu de nos tâches. Mais effectivement, on rencontre beaucoup d'élèves qui vivent toutes sortes de problématiques de gestion émotive, que ce soit lié à la famille, aux parents, que ce soit lié à leur évolution personnelle, à ce qu'ils vivent. Oui, exactement. Puis, à travers tout ça, oui, de la cyberdépendance et toutes sortes d'autres problématiques. Donc, quand moi, j'ai pris le choix d'aller en médecine alternative, c'est un peu une mission, si on veut, d'aider les gens, mais on en fait un métier pour que ça soit correct pour nous aussi. Ouais. Puis, on parle d'émotivothérapie. Bon, hypnothérapie, on sait de quoi ça découle. En grande partie, on va en parler plus précisément tantôt. Praticien PNL aussi, la programmation neurolinguistique. L'émotivothérapie, ça consiste en quoi? Thérapie de la gestion des émotions. Donc, la thérapie émotivo, bon. L'idée, c'est que c'est une approche cognitivo-comportementale, fait qu'on ne réinvente pas la roue, qui va aider la personne à mieux gérer ses émotions. On va travailler beaucoup le langage, les mots qu'on utilise. Comme quand on dit « il devrait comprendre », bien, sous-jacent à ça, il y a de la colère. Bon, dans notre langage, on utilise des mots comme ça sans s'en rendre compte. Donc, en émotivothérapie, on va travailler le discours de la personne, ses pensées, comment elle perçoit les choses. Parce que, dans le fond, il n'y a rien qui a la possibilité puis le pouvoir de nous mettre en colère. C'est nous qui nous mettons en colère à propos de quelque chose. Bien, c'est ça qu'on va aller travailler chez la personne en émotivo. Ça responsabilise un petit peu aussi notre façon d'agir, parce qu'on est un peu dans l'automatisme. Puis justement, bon, on parle de cyberdépendance, on parle de technologie, puis tout ça, tout est un peu automatisé, j'ai l'impression. On perd peut-être un peu le contact avec, oui, tout à fait. Avec nos pensées, nos paroles, nos émotions. Fait que ça, l'émotivothérapie va vraiment plus se concentrer là-dessus. Nous ramener sur nous, oui. Et puis, tu as le PNL, qui est la programmation neurolinguistique, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. J'ai fait mes devoirs. La programmation neurolinguistique, moi, on m'avait déjà donné comme exemple, on disait à un enfant, cours pas. Puis finalement, ça amène l'enfant à courir, puis on est mieux de lui dire de marcher à la place. Ça peut-tu être quelque chose dans ce style-là? Là, je t'amène ailleurs, là, mais, non, mais oui, ça me revient à l'esprit. C'est une façon de le voir. Quand on dit à l'enfant « cours pas », ce qu'on va chercher en réalité, c'est le fait que le cerveau n'entend pas les ne pas. Oui, ça, on en parle souvent dans la programmation subconsciente. Là. Oui, exactement. Donc, oui, il va y avoir un peu de ça, mais en réalité, la programmation neurolinguistique, c'est qu'on va aller changer une programmation à l'intérieur du cerveau. Bon. L'idée, c'est que des fois, on a des automatismes. Quand on est bébé, on apprend à marcher. Mais aujourd'hui, demande à quelqu'un, c'est quoi les muscles qu'il doit bouger pour faire un pas?
Ils ne pensent pas, c'est un réflexe, c'est naturel. Donc, on a plein de programmations comme ça. Puis la programmation neurolinguistique, puis on va pouvoir aussi aller travailler ça en hypnose après, on va aller changer cette programmation-là. Donc, dans tous les comportements qui sont récurrents, rapidement, en programmation neurolinguistique, on va aller changer ça. On va dire PNL, ça va être plus simple. Bon, oui. Donc, un exemple, quelqu'un qui passe devant le frigidaire, qui ne peut pas s'empêcher d'ouvrir la porte, c'est comme une pulsion, c'est une obligation, il rouvre à chaque fois, puis il prend quelque chose pour le manger. S'il l'a fait souvent avant. Bien, en fait, c'est pas qu'il l'a fait, mais ça vient comme ça. Vient Donc, tout seul, OK. là, à un moment donné, ça devient récurrent. Bien, on déprogramme ça rapidement en PNL. Quelqu'un qui a de la difficulté à parler devant un public, bon, bien, on va aller désamorcer, annuler un ancrage qui est présent à l'intérieur. OK. C'est des choses qui se font assez bien. Oui. Ah, c'est super. Puis aussi, le dernier volet, tu as plein de volets. Moi, j'ai plein d'invités qui ont plein de volets, plein de chapeaux. Le dernier volet, bien, c'est tout un peu, ça va tous ensemble, si on veut. L'hypnothérapie, là, moi, je trouve que ça change littéralement des vies, là. Tu changes des vies avec l'hypnothérapie d'une certaine façon. D'une certaine façon. C'est pas moi qui change leur vie. En fait, je leur amène les outils. On va les aider à concrétiser quelque chose au niveau du cerveau, au niveau du subconscient, pour que leur vie change, mais en fonction de leur désir. Donc, la personne a d'abord le désir de changer quelque chose. Moi, je lui amène les outils pour le faire. OK. Ouais. Mais on peut-tu dire, en fait, un peu que l'hypnothérapie, c'est comme de reprogrammer l'ordinateur central, si on veut, Oui. c'est une reprogrammation, une mise à jour, une reprogrammation? Bien, oui, si on veut. Quand Un peu comme quand Windows a Ouais. une mise à jour à faire, sauf qu'on va oublier les virus autant que possible. Oui, en fait, si on voit que le subconscient, c'est un peu notre ordinateur central, il y a 90 de ce qu'on vit dans une journée qu'on en est plus ou moins conscient. C'est énorme. On ne pense pas à respirer, on ne pense pas à digérer, on ne pense pas aux muscles qui vont bouger quand on bouge. C'est notre subconscient qui va gérer tout ça. Donc, quand on va changer un comportement, effectivement, on va aller changer cette programmation-là à l'intérieur du subconscient, à l'intérieur de la partie du cerveau qui travaille en arrière-plan. Fait que oui, c'est un peu comme une mise à jour de Windows, si on veut, mais Positif. qui fonctionne, Ouais, c'est ça. qui fonctionne, qui ne fait pas d'autres bugs ailleurs, Oui, c'est ça, idéalement. exact. Et puis, toi, comme individu, tu sais, comme travailleur de ce domaine-là, bon, tu as vu plusieurs personnes, tu as vu plusieurs cas de plein de choses. Le lien entre la gestion émotive, l'hypnothérapie et la cyberdépendance. Ouais. Parce que là, de plus en plus, c'est nouveau, la cyberdépendance. De toute Quelques évidence, il n'y en années, avait pas. Là. C'est ouais. quand même assez récent. Tu sais, tu ne pouvais pas être cyberdépendant à un Commodore 64. Tu pouvais-tu, tu penses-tu, Oui, j'imagine? oui, c'est une hein? technologie. Quand ça a commencé, vraiment, l'arrivée Ouais. des jeux vidéo puis des ordinateurs, tout ça. Comment tu fais pour définir ça? Comment on fait pour aider les gens avec l'hypnothérapie par rapport à la cyberdépendance? Avant d'aider les gens, on va définir un peu c'est quoi. Premièrement, si on parle de cyberdépendance, bon, cyber, c'est pour la partie cybernétique. Donc, tout ce qui est technologie. Fait qu'on ne parle pas juste de l'Internet. Si on fait des recherches sur Internet, on va trouver beaucoup de mentions pour Internet. D'ailleurs, les tests sont basés là-dessus. Je suggère à ceux qui font les tests, on en parlera plus tard, s'ils sont dépendants de leur téléphone, de remplacer le mot Internet par téléphone, ça va fonctionner très bien. Oui, parce que tout est interconnecté. Là. Oui, mais en fait, tout ce qui est technologie rentre dans le cyber. Donc, on pourrait être dépendant à une caméra, on pourrait être dépendant à, oui, la télévision. Bon. À des jeux. À des jeux informatiques, toutes sortes de choses. Dès que c'est de la technologie et qu'on en est dépendant. Bon. Fait que là, il y a la cyber et il y a la dépendance. Le problème avec la cyberdépendance, comme tu l'as dit, c'est très récent. Il y a les jeux. On parle beaucoup des jeux en ligne qui ont été les jeux à la loto, qui ont pris des années avant d'être déclarés comme une dépendance. Pourquoi? Parce que si on regarde le DSM-5, le DSM-5, c'est le livre le dictionnaire des symptômes et maladies que les médecins vont utiliser pour faire des diagnostics. Si on regarde ces livres-là et qu'on regarde les symptômes, pour qu'il y ait une dépendance, il faut qu'il y ait consommation d'une substance. Bon, l'alcool, ça va, la drogue, ça va, mais quand on parle des jeux... Ouais, tu ne le manges pas. On ne le mange pas. Non, c'est ça. Puis la cyberdépendance, c'est pareil, on ne va pas manger le téléphone. Non. Donc, ça a été long avant qu'on accepte par rapport aux symptômes que c'était une dépendance. Maintenant, dans les critères, on a 11 critères, si je ne me trompe pas, là, on pourrait aller vérifier, là, pour savoir si on a vraiment une dépendance. Mais pour résumer, pour tes auditeurs, dans le fond, si on a besoin de l'appareil, dans une mesure où ça va modifier notre comportement si on nous l'enlève,
ou le fait de l'avoir, oui, il y a une dépendance. Donc, du moment qu'on identifie ça, bien après ça, on peut commencer à aider la personne. Mais la cyberdépendance est aussi sous-jacente parfois parce que tu vas avoir de la cyberdépendance de jeux en ligne, Ouais. comme les trucs que tu es carrément t'intègres un personnage puis tu vis dans ton jeu. Tu as les sites pornographiques aussi. Mais là, c'est d'autres types de dépendances qui s'en mêlent. Est-ce que c'est Pas la tout à fait. facilité d'accès qui fait que les gens... Parce que tu as des jeux en ligne aussi, tu peux jouer à la roulette, Oui. casino en ligne. Oui, en fait, il y a plusieurs facteurs. L'idée, c'est que c'est toutes des dépendances. La cyberdépendance, c'est le fait d'utiliser la technologie pour combler cette dépendance-là. OK, je comprends. Mais dans tout le cas des dépendances qu'on nomme là, puis même souvent la drogue et l'alcool, après, dans la consommation de la substance, il y a une modification chimique au niveau du corps qui fait qu'on a la dépendance qu'on a de besoin. Mais à l'origine, la plupart des dépendances, il y a une dépendance sous-jacente qui est une dépendance émotive non gérée, une problématique émotive. Un exemple, la personne qui joue à des jeux de rôle en ligne, qui se crée un personnage et qui va être super bon, mais qui va passer tout son temps là-dessus. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, on va être en présence de quelqu'un qui a peut-être un manque de confiance en soi ou qui est rejeté dans la société, puis qui va aller combler ça dans le jeu. Il y a un problème de fuite. Ça va être une fuite, effectivement. OK. Tout comme l'alcool, tout comme les autres dépendances. Fait que la personne va fuir la réalité et va se combler dans ce jeu-là parce que là, elle est bonne, elle réussit. Les autres veulent l'avoir dans leur équipe, elle va se complaire dans ça. Et ça va alimenter cette dépendance-là, ce qui fait que les heures vont se compter de façon incroyable. Mais on voit même, tu sais, parce que dans un jeu comme ça, tu peux devenir ce que tu n'es pas dans la vie. Oui. Fait que tu peux être super héroïne, super toute, là, super riche, super belle, super... ou des fois, tu as des confusions de genre aussi. Des hommes deviennent des femmes deviennent des hommes. C'est une façon un peu de se camoufler derrière tout ça, puis d'arrêter de faire face à la réalité. Oui, d'une certaine façon. C'est ça. Et puis, est-ce que tu crois aussi, parce que tu as la dépendance de plus en plus aux réseaux sociaux, Oui. aux selfies même, qui est une maladie. Oui. Le nom de la maladie, c'est la... Selfitis. Une maladie Oui. parce que tu prends trop. Ah oui, puis c'est de pas long. selfies. La personne qui prend 3 selfies d'elle-même par jour, qui ne le publie pas sur aucun réseau social, mais qui a besoin de prendre 3 photos d'elle-même par jour, elle est atteinte de selfie. Elle est à risque. À Des risque. niveaux à risque. Il y a comme 3 niveaux. Donc, elle est à risque. Du moment que la personne va prendre un certain nombre de photos et va les publier, qu'elle fait ça de façon récurrente, effectivement, elle est considérée comme ayant peut-être la selfietiste, qui est, une maladie d'aujourd'hui, donc un besoin de se prendre en photo et de publier. L'idée en arrière de ça, souvent, c'est un besoin de reconnaissance. Oui. C'est un besoin de gestion. Quand tu... Bon, mettons, tu prends un selfie. Ça m'arrive à l'occasion d'en prendre. Non, mais des fois, bon, c'est tellement plus facile d'avoir une belle photo de profil avec sa nouvelle couleur de cheveux, dans mon cas. Oui. Moi, je ne change pas de couleur. Non, toi, tu changes moins souvent. Mais bref, c'est plus facile de se dire, bon, je vais me prendre un selfie, on met ça en ligne, bon, on en prend 3-4 pour prendre le meilleur angle, et puis après ça, on met ça en ligne, mais à tous les jours. Oui, c'est ça. À tous les jours. Puis tu me disais, je pense, 3 fois par jour, tu es à risque. 3 par jour publiés, tu as une problématique. Oui, qui est moyenne. Et après 6... oui, bien là, on peut parler de 6 à 200. Il y en a que c'est beaucoup, là. Oh, oui. Dès qu'on dépasse 6 et qu'on a besoin de le publier, là, on est à risque sévère. Là, tu deviens vraiment en problématique. Parce que c'est le besoin de... Dans le fond, que tu me disais que qu'est-ce qui causait un peu cette dépendance-là, c'est que ça devient un emballement. Là. C'est que là, à partir du moment où tu as une réponse du public, oui. Là, tu dis « Ah, encore. » C'est encore un besoin d'appréciation. C'est un besoin d'appréciation, de plaire, de faire partie d'un groupe. On a tous besoin de groupe. plaire, mais là, quand ça devient trop intense. C'est un besoin humain que de vouloir plaire, que de vouloir être reconnu. Par contre, est-ce que c'est un besoin que ce soit maladif, que ce soit exagéré? Comme poster sur les réseaux sociaux, même on peut des poster de commentaires, temps en temps, c'est pas un problème. En fait, tout ça, c'est un outil. Maintenant, c'est comment on utilise l'outil. Ouais. Tu prends un selfie parce que, bon, tu veux changer ta photo de profil, tu en prends 3-4 pour réussir à trouver la bonne, c'est correct, mais tu ne fais pas ça tous les jours.
Puis toutes les photos que tu as prises pour réussir à en trouver une, tu ne les publies pas non plus. Tu en as trouvé une, tu as publié, c'est parfait. Mais la personne qui, tous les jours, en prend 6, 10, 15, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, bien, à la limite, elle n'est plus en train de vivre le moment présent, première des choses. Non. Puis ça devient une problématique. Ça en est tellement une problématique qu'il Ils en ont inventé une maladie. Ils Oui, en ont c'est donné ça. un nom. J'ai une question. Elle n'est pas sur ma feuille, j'ai une question. Oui. Je me demandais, est-ce que tu considères, on parle beaucoup des trolls en ce moment, tu sais, ceux qui donnent des commentaires négatifs sur tout ce qui passe sur Facebook et qui prennent un malin plaisir à attirer l'attention en détruisant un peu les gens. C'est une forme de trouble, selon toi, ça aussi? Bien, la personne qui fait ça de façon Tu as besoin récurrente, d'attention aussi. puis qu'il n'y a pas de base scientifique en arrière de tout ça, qu'il n'y a pas de raison de le faire, ben oui, probablement qu'on pourrait parler d'une problématique aussi, puis que c'est peut-être une forme de cyberdépendance Mais aussi. peut-être que lui aime ça, dans le fond. Il y en a qui ont l'air d'aimer ça. Bien, il y en a qui vont se complaire dans ça. La limite, elle est où pour toi? Il nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Je me demande comment on reconnaît, là. Tu sais, mettons, là, moi, je dis, OK, bien, j'ai un enfant, un jeune, ou j'ai quelqu'un dans mon entourage, mon chum, whatever, puis je sens... Je suis pas certaine. Est-ce que j'ai une problématique? Est-ce que j'ai, moi, ou est-ce que la personne que j'aime en aurait peut-être une? Comment on pourrait la reconnaître? Bon, première des signaux, choses, si on enlève l'objet de dépendance, est-ce qu'il y a un changement de caractère? On enlève la télé à un enfant, puis il fait des crises. On a peut-être une problématique. On enlève le téléphone à un ado, il fait des crises parce qu'il ne peut pas se passer de son téléphone. On a une problématique. S'il y a un changement de comportement parce qu'on l'enlève ou qu'on en donne trop, on a une problématique. Maintenant, après ça, c'est la quantité aussi. Mais en fait, c'est s'il n'est pas capable de prendre un break, mettons. Parce que si on enlève un téléphone à un ado pour le punir, puis que là, il bougonne un peu, ça peut arriver. Mais si tu lui dis, OK, on part en vacances, puis met ça de côté, puis qu'il ne veut pas... Ah, mais oui. Ouais, mais même à ça. Combien de fois on va voir au restaurant la personne... C'est pas grave. La personne que son téléphone, elle ne va pas le laisser de côté. Non, Elle est ça, en c'est train de vrai. vérifier tout le temps. Ça, c'est vrai. Prenons ce téléphone-là, mettons-le de côté. Si la personne n'est pas capable puis qu'elle fait ça comme ça, il y a une problématique. Oui, justement. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un Je peu comprends. ça. Maintenant, après ça, est-ce que ça crée une problématique dans son quotidien? Un exemple, il y en a qui vont texter pendant leur travail. C'est du vol de temps Oui, pour une c'est du vol entreprise. de temps, c'est Bon, ça. maintenant, la personne est plus productive. Elle a une problématique dans son comportement, puis en plus, pour l'employeur, c'est pas bon. Donc, on a une problématique qui s'installe. Puis on disait, même si c'est en termes de performance, tu sais, à un moment donné, tu peux arrêter de répondre à des clients ou tu sais, de répondre à ton patron, de répondre à qui que ce soit que tu veux, un lien avec ton travail, là, après un certain temps. Là, Oui, j'ai des personnes, moi, qui sont venues me voir pour la problématique du téléphone parce qu'ils s'étaient fait avertir que s'ils continuaient, bien, ils pourraient perdre un emploi. Mais ils n'arrivaient comme pas à le faire par eux-mêmes. C'était la peur de manquer de quelque chose. Oui. Peur de passer à côté de quelque chose. C'est tellement tout connecté rapidement. Ah, puis on a le besoin de rapidité. Mais puis de c'est tout fabuleux savoir. en même temps, tout ça, parce qu'on a une accessibilité, mais on Tout à dirait fait. que le cerveau, il s'est pas rendu, il s'est comme pas adapté. Ou trop. C'est ou trop. Ou C'est trop. allé trop vite. Et puis, combien de temps... Là, on a pratiquement terminé. Là, il reste comme moins d'une minute. On peut te rejoindre parce qu'on peut te contacter. Tu me disais, je vais résumer rapidement qu'en moyenne, là, entre 3 et 8 rencontres, on peut commencer à avoir des résultats et que tu soignes aussi les phobies, les trucs comme ça. Tu m'as parlé des phobies, c'est 12 à 15 rencontres. C'est un peu plus long pour les petit peu phobies. plus Quand long. c'est bien ancré, c'est un peu plus long, mais on travaille bien ça. Puis pour tout changement de comportement, quand on utilise la PNL, l'hypnose, on parle de thérapie brève. On ne parle pas d'un processus de plusieurs années. Là. On parle vraiment de 3 à 8 rencontres en moyenne par comportement. OK. Grosso modo, ça donne une bonne idée. Super. Hey, écoute, on a terminé. Il y a un test en ligne disponible sur ton site qu'on peut aller faire pour avoir une idée. Avoir une idée. Une idée brève. Mais on peut aussi t'appeler. Je vais donner tes coordonnées. cliniquejanus.com. Tu es situé à le 1222B Antoine Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. 122. 122, il y a un 2 de trop. 122B. Et on peut te rejoindre aussi ton numéro de téléphone, le 514-296-9547, ton numéro du bureau. Et puis, écoute, on va aller visiter ça. Merci beaucoup pour ces informations-là. C'est très, très important aussi de parler de ces côtés-là, des fois un petit peu plus difficiles. Merci de l'aide que tu apportes aux gens. Merci d'être venu me voir. Merci à toi. Je te souhaite une belle fin de soirée. Alors, c'est tout pour tout de suite. On se retrouve tout de suite après la pause avec la capsule « Saviez-vous que ».